Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau webinaire organisé par la CCI Alsace Eurométropole. Je suis Marc Libry, je suis conseiller numérique à la CCI à Schiltigheim et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire qui est consacré à LinkedIn. Et pour ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Sachet, qui est consultante en communication et qui va donc partager son savoir-faire avec vous. Donc, je vous rappelle le déroulé de ce webinaire. Donc, on aura environ 30 à 40 minutes de présentation et ensuite, il nous restera encore un moment pour échanger, poser des questions. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat, donc dans l'espace conversation tout au long du webinaire également. Et puis, voilà, et donc à la fin, vous pouvez également interagir en direct, vous pouvez allumer vos micros et poser des questions directement. Voilà, donc nous arriverons ainsi doucement à midi, qui est l'heure prévue pour la fin de ce webinaire. Donc ce webinaire est enregistré. Il sera donc disponible sur la chaîne YouTube de la CCI et également sur notre site internet bizandbuzz.alsace, dont je vais vous partager le lien dans le chat. Voilà, et donc sans plus tarder, je laisse la parole à Sacha, qui va donc à Sarah, pardon, Sarah Sachet, qui va animer ce webinaire. Alors, bonjour à tous et merci Marc pour ce préambule. Merci à tous d'avoir pris un peu de temps pour assister à ce webinaire sur LinkedIn et merci aux équipes de la CCI de me donner la parole pour parler de ce sujet. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Sarah Sachet. J'ai travaillé durant une quinzaine d'années dans différentes entreprises et différents secteurs d'activité, principalement à des fonctions marketing et communication. J'ai fait un petit détour par le commercial aussi. J'ai travaillé en B2C et en B2B, mais j'ai quand même passé la majorité de ma carrière de salarié en B2B. En 2021, j'ai créé mon entreprise Strat et Ligne. Strat pour stratégie et Ligne pour ligne de texte, ligne de contenu. Donc, je me suis lancée en tant qu'indépendante. Alors, qu'est-ce que la stratégie de contenu? La stratégie de contenu, c'est envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Et c'est ce qu'on va devoir aussi faire quand on communique sur un réseau social et notamment sur LinkedIn. Pourquoi est-ce qu'il faut penser son contenu de manière stratégique? Parce qu'entre le moment où une personne découvre votre entreprise ou vos biens ou vos services et le moment où elle passe à l'achat, elle passe par différentes étapes. Et on n'envoie pas les mêmes messages à une personne en fonction de l'étape à laquelle elle est. Donc, on peut schématiser un petit peu la stratégie de contenu en disant qu'il y a 3 étapes par lesquelles passe le consommateur. La première, c'est attirer le consommateur à soi, donc soit à son site via le SEO, soit via les réseaux sociaux. Donc là, il s'agit de se faire connaître. Il faut diffuser des messages pour se faire connaître, agir sur la notoriété. Une fois qu'il nous connaît, la seconde étape, c'est de le fidéliser. Donc là, il y a différentes techniques. Alors là, moi, je vous parle des techniques desquelles moi, je suis spécialiste, en l'occurrence le SEO. Je fais de la rédaction web SEO et également les réseaux sociaux et notamment beaucoup LinkedIn. Donc la seconde étape, je disais la fidélisation des prospects ou des clients. Donc là, ça peut passer par du blogging, donc des articles de blog sur votre site internet. Ça peut être des newsletters. Les newsletters, c'est un geste fort puisqu'il faut au préalable que la personne se soit inscrite à votre newsletter. Donc non seulement ça veut dire qu'elle vous connaît, mais en plus ça veut déjà dire qu'elle apprécie votre contenu et que vous êtes assez légitime à ses yeux pour qu'elle s'inscrive à votre newsletter. La troisième étape, c'est encore les réseaux sociaux, mais là, c'est plus le même type de message. On n'envoie pas les mêmes messages à des personnes pour se faire connaître que des messages pour fidéliser les audiences. Et la troisième étape, c'est de convertir effectivement les prospects en clients. Là, ça passe par ce qu'on appelle du copywriting. Donc, du copywriting, qu'est-ce que c'est? C'est des textes qui incitent à passer à l'action. Vous avez peut-être déjà entendu parler de call to action, qu'on résume sous l'acronyme CTA.
En fait, voilà, c'est simplement quand vous finissez un contenu, que ce soit un article de blog, une newsletter, mais c'est aussi le cas pour les posts de réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Donc, c'est déjà une bonne pratique que je vous donne. C'est bien de finir vos posts par un call to action, c'est-à-dire de dire directement. Alors, quand ça s'y prête, bien sûr, tous les posts ne s'y prêtent pas, mais quand ça s'y prête, de dire directement au lecteur qu'est-ce que vous attendez de lui. Est-ce que vous voulez qu'il aille cliquer sur le lien en commentaire? Est-ce que vous voulez qu'il aille lire votre article de blog? Est-ce que vous voulez qu'il s'inscrive sur votre lien Calendly? Est-ce que vous voulez qu'il télécharge votre e-book? Enfin voilà, il y a peut-être différentes choses, options que vous lui proposez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le copywriting. Donc, pour parler plus précisément de LinkedIn, donc je publie moi-même sur LinkedIn plusieurs fois par semaine depuis 2022. Alors, plusieurs fois par semaine, c'est-à-dire que la fourchette basse, on est entre 8 et 12 posts par semaine en fourchette basse. Je publie, ça c'est important, avec des pages entreprises et des profils personnels. C'est une distinction importante parce que les fonctionnalités ne sont pas les mêmes et parce que la stratégie de communication n'est pas la même non plus. Donc moi, je travaille avec des entreprises où je m'occupe de la communication de leur entreprise sur les réseaux sociaux. Mais je m'occupe aussi de la communication du dirigeant à titre personnel. Donc, c'est-à-dire que je rédige vraiment avec son profil personnel en utilisant la première personne du singulier, en utilisant le je. C'est ce qu'on appelle du ghostwriting, d'où le petit fantôme sur mon slide. Je rédige pour tout type de clients. Donc là, je vous ai donné un petit peu des exemples pour vous montrer quels sont le type de personnes et d'entreprises qui ont leur place sur LinkedIn. Donc, cabinet de conseil, architecte d'intérieur, plateforme de mise en relation, association, l'association des clients avec lesquels je travaille, par exemple, actuellement, dans des secteurs variés, tech, luxe, culture, santé, bâtiment. La seule question à se poser pour publier sur LinkedIn, c'est de vous demander, est-ce que votre cible s'y trouve? Alors, quand je dis votre cible, alors, dans 99% des cas, 95% des cas, je parle effectivement de clients, mais pas que, pas forcément. Il m'est déjà arrivé pour certains clients de bâtir une stratégie de communication sur LinkedIn où on ciblait les prescripteurs, qui, dans ce cas précis, étaient par exemple les acteurs du secteur public. Ça peut être une stratégie. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais si votre cible s'y trouve, effectivement, vous y avez votre place. Donc, je vais vous faire une rapide présentation du réseau LinkedIn. Donc, c'est un réseau professionnel, un réseau B2B, business to business, c'est-à-dire d'entreprises qui vendent à des autres entreprises, qui a été créé en 2003, qui compte 750 millions de membres à travers le monde, qui, depuis 2016, appartient à Microsoft. Et l'objectif de ce réseau, c'est de permettre aux professionnels de se connecter entre eux afin de partager des contenus, des posts, des articles, des vidéos, j'y reviendrai plus amplement tout à l'heure, et de profiter d'opportunités, donc de réseautage, de recrutement, de partenariat, de recommandations. Quand on commence à publier sur LinkedIn, on sait que ça peut apporter des opportunités, mais on ne peut pas soupçonner exactement tout ce que ça peut apporter comme opportunité. Donc voilà, donc c'est vraiment très très vaste. Et ce serait dommage de s'en priver. Alors, on vous a réservé un petit quiz pour démarrer ce webinaire, qui est: avez-vous un profil personnel? Voilà, donc vous pouvez répondre directement dans le pop-up qui vient de s'ouvrir. Voilà. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Voilà, donc là, on a 13 réponses et donc 92% des personnes ont répondu oui. Parfait, très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, pour les 8% qui n'en ont pas, alors à partir de midi tout à l'heure, vous allez pouvoir créer votre profil personnel puisque vous aurez toutes les informations pour pouvoir le faire de manière optimisée. Et pour les 92% de personnes qui ont déjà un profil, eh bien, vous aurez toutes les informations pour pouvoir l'optimiser encore davantage. Alors, on commence. Donc là, j'ai prévu de vous montrer toutes les zones chaudes qui se trouvent sur un profil personnel LinkedIn. Donc, je les ai pris de manière linéaire, de haut en bas, voilà, en balayant vraiment tous les éléments de haut en bas.
Donc, le premier élément qu'on voit et qui est important d'optimiser sur un profil LinkedIn, c'est bien sûr la bannière qui se trouve en haut, donc le grand rectangle horizontal. Je vous ai mis différents exemples de professionnels de divers secteurs d'activité pour vous inspirer, pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Après, bien sûr, c'est adapté en fonction de votre secteur d'activité et de votre personnalité aussi, de vos envies, de ce que vous avez envie de faire, de ce avec quoi vous êtes à l'aise, de ce que vous voulez mettre en avant. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un coach sportif qui donc a créé une bannière où on peut voir que globalement, dans les bannières, il y a 3 zones principales. Celle de gauche, où il y a la photo, la zone centrale et la zone de droite. Des fois, on peut aussi avoir uniquement la zone de gauche avec la photo et ensuite un seul gros bloc qui fait les 2 tiers où on met toutes les informations. Ça, c'est selon votre appréciation. Donc, premier élément qui est capital sur LinkedIn, c'est la photo. Il m'arrive encore de voir des photos qui ne sont pas professionnelles, où on ne voit pas bien la personne, la photo est floue, la photo est mal cadrée, il n'y a pas un bon éclairage, la personne est en contre-jour. C'est une photo qui a été prise l'été pendant les vacances, on voit que la personne est en débardeur à la plage avec la tête de côté, on imagine qu'il y a une personne à côté. Bon, ça, on évite, ça ne fait pas professionnel, sauf si vraiment vous travaillez dans un secteur touristique et que c'est quelque chose que vous voulez mettre en avant, mais ce n'est quand même pas le cas la majorité du temps. Donc vraiment, faites une photo professionnelle dédiée à votre activité. Une photo où on vous voit bien, de face, qui est assez grande pour qu'on puisse reconnaître votre visage. Dans l'exemple que je montre, le coach sportif est déjà même un petit peu petit. Par contre, lui, il a fait un recadrage assez bas parce qu'il a voulu montrer son t-shirt de coach. Donc ça a du sens, puisque évidemment, il met en avant son activité. Si vous avez une tenue professionnelle, ça peut être une idée. Vous pouvez faire effectivement ce type de photo où on voit un morceau de votre tenue. Par contre, si votre tenue n'est pas spécialement caractéristique, voilà, concentrez-vous vraiment sur le visage. Vous pouvez faire un plan plus gros sur votre visage. On peut vous voir mieux davantage. Ce qui est important aussi pour le tiers de gauche de la bannière, c'est d'éviter au maximum de mettre du texte autour de la photo, au-dessus ou à droite, mais vraiment collé. Pourquoi? Parce qu'il faut penser que la majorité des internautes sont des mobinautes, c'est-à-dire qu'ils consulteront votre profil sur un smartphone. Il faut donc que votre profil LinkedIn soit responsive. Or, quand on est sur le smartphone, la bannière se réduit et votre photo se rentre en collision avec le reste des blocs texte. Donc, si vous avez un message, votre message principal, un message important qui se trouve juste derrière votre photo, il va être rogné, il va être illisible. Donc, vraiment, faites attention à ça. Certaines personnes le font, je vous montrerai des exemples plus tard, avec des petits textes, mais qui sont secondaires ou qui sont vraiment écrits petits, qui peuvent éventuellement passer en format responsive, mais vraiment pas d'information capitale importante derrière la photo. En ce moment, la mode au niveau des photos LinkedIn, c'est de mettre un fond de couleur. Donc évidemment, après, on essaie de faire quelque chose de joli avec correspondant à votre charte graphique et puis cohérent et harmonieux avec le reste de la composition de l'image. Bon, après, c'est à vous de voir, ce n'est pas une obligation, c'est comment vous vous sentez à l'aise et comment vous appréciez votre photo. Le second bloc, c'est celui du milieu, donc on laisse quand même un petit peu d'espace entre le milieu et la photo de gauche. Donc là, globalement, il y a 2 écoles. Donc lui, il a mis ensemble « Construisons ton autonomie nutritionnelle et sportive ». Globalement, il y a 2 écoles. Donc là, on met une espèce de slogan, une accroche ou une baseline. Soit on met « Je fais telle activité » ou « Je rends tel service pour tel professionnel, tel type de personne ». Ça, c'est une école. Mais la seconde école, que je recommande davantage, c'est de projeter le lecteur dans le résultat qu'il aura s'il travaille avec vous. C'est exactement ce qu'a fait ce coach sportif. Ensemble, construisons ton autonomie nutritionnelle et sportive. Il vend le résultat à son lecteur, à savoir l'autonomie nutritionnelle et sportive. Après, à droite, lui, il a mis des éléments 100% personnalisés, en salle ou à distance, suivi en ligne 7 jours sur 7. Bon, après, vous pouvez mettre, vous, un petit peu ce que vous voulez. Il y a des gens qui mettent des références, par exemple, d'entreprises avec lesquelles ils ont travaillé. Ça peut être intéressant si ce sont des entreprises connues. Et si vous avez le droit de le faire aussi, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, hein, il peut y avoir des contrats de confidentialité. Vous pouvez mettre aussi des messages éphémères, par exemple. Si vous participez par exemple, à un webinaire prochainement, vous pouvez par exemple mettre le QR code voilà, sur votre bannière. Bon, ça nécessite de changer régulièrement de bannière, mais pourquoi pas, ça peut être des options possibles. Je vous ai mis un second exemple
de bannière LinkedIn dans un autre style, vous voyez, où là, par contre, il n'y a pas 3 zones, elle a fait que 2 zones. Donc, bon, la photo, hein, professionnelle, on la voit bien, fond de couleur, de face, voilà. Elle a mis un petit peu de texte autour, mais bon, ce sont des informations qui ne sont pas capitales, c'est-à-dire que 60 clients accompagnés, séduits par mes créations, c'est un élément de réassurance pour le lecteur. Bon, c'est important, mais ce n'est pas capital, c'est-à-dire qu'on peut quand même comprendre son activité, même si on ne voit pas ce texte-là. Et donc, son texte principal à elle, c'est « Offrez à votre marque l'identité et les visuels qu'elle mérite ». Donc, on comprend qu'elle fait de l'identité et des visuels, et donc que c'est une graphiste, et que voilà, c'est son cœur de métier, c'est ça son secteur d'activité. Juste en dessous, il y a donc l'en-tête du profil LinkedIn, qui est donc la seconde zone chaude à optimiser sur votre profil. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris donc, Gabrielle Chenel, directrice artistique et graphiste freelance. Donc voilà, assez clair, on comprend ce qu'elle fait. Offrez à votre marque les visuels qu'elle mérite. Donc elle reprend un morceau de l'accroche qu'elle a mis dans sa baseline. Et plus de 60 clients accompagnés et séduits par mes créations, elle reprend le texte. Là aussi, il y a 2 écoles. Ça dépend de votre secteur d'activité, ça dépend du nombre d'informations que vous avez à dire, ça dépend de combien de services ou de biens vous vendez. Si vous avez peu de choses à dire et qu'on les comprend facilement, vous pouvez voilà, dire 2 fois la même chose. Si par contre, vous avez beaucoup de choses à dire, c'est le cas d'un profil suivant que je vais vous présenter tout à l'heure, là, effectivement, ça peut être bien d'utiliser ces 2 zones pour donner des informations complémentaires. En tout cas, vraiment, ce que je vous recommande, c'est de dire exactement ce que vous faites. Là, directrice artistique et graphiste freelance, voilà, ce sont des métiers, on comprend ce qu'elle fait. Il y a des fois des gens qui laissent des phrases un peu poétiques. Moi, par exemple, je travaille dans le domaine de la rédaction. Il y a des fois des gens qui font de la littérature en mettant plume poétique, plume poète. Bon, je ne suis pas sûre que vraiment les gens arrivent à comprendre exactement ce que la personne fait. C'est dommage parce qu'il faut que les gens le comprennent très rapidement. On n'a pas beaucoup de temps, on scrolle sur un téléphone ou sur un site, donc vraiment, il faut aller vite. Ensuite, vous voyez, vous avez l'opportunité de mettre un lien directement dans votre en-tête. Donc là, ça peut être votre site internet, ça peut être télécharger un e-book si vous en avez, ça peut être un lien vers votre Calendly comme elle l'a fait. Donc là aussi, c'est des liens, c'est vraiment ce qui est le plus vu. Donc ici, il faut donner vraiment les informations capitales. Je vous donne aussi la différence entre abonnés et relations, parce qu'on voit que c'est juste en dessous, là. Donc les abonnés, ce sont des gens qui vous suivent sur LinkedIn. Les relations, ce sont des gens qui vous ont fait une demande de connexion et que vous avez accepté. Les relations, ce sont des gens desquels vous êtes plus proches. Les abonnés, voilà, vous pouvez avoir beaucoup d'abonnés sans les connaître vraiment personnellement. Je vous ai donné un autre exemple d'en-tête. Là, il s'agit de Jordan Khalifa. Donc, c'est un monsieur qui est menuisier et qui a bien développé son entreprise et qui, depuis, a créé un logiciel, un CRM spécialement pour les menuisiers et un réseau. Un réseau pour les menuisiers également. Les gens payent une adhésion, ils adhèrent à ce réseau, ça leur donne droit à certains avantages. Donc lui, vous voyez, il a beaucoup plus d'informations à mettre dans sa bannière, puisqu'il y a et la partie réseau ici, et la partie CRM là. Et donc lui, après, il a fait une 3e partie avec prendre rendez-vous maintenant. Il a mis un petit peu de texte derrière, mais qui n'est pas du texte très important. Voilà. Et en fait, lui, il a mis des informations complémentaires ici et là. Voilà, c'était aussi pour vous montrer ce qui était possible de faire en fonction de votre secteur d'activité et de ce que vous vendez, du nombre de services surtout que vous avez à vendre. On passe ensuite à la section info, qui est donc qu'il faut vraiment voir comme une page de vente. L'objectif, c'est vraiment que les gens comprennent plus amplement ce que vous faites, un peu plus dans le détail. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Jordan Khalifa parce que je trouvais que c'était clair, c'était bien agencé. Donc vraiment, dites-vous que les gens, il y a de grandes chances qu'ils lisent votre profil sur leur smartphone. C'est petit, c'est pas très lisible. Donc essayez au maximum d'appliquer à votre section info les règles de la rédaction web. Donc la rédaction web, c'est quoi? C'est-à-dire le fait de rédiger pour les écrans. On ne rédige pas pareil pour les écrans, pas de la même façon pour les écrans que ce qu'on rédige pour un support print, par exemple. Parce que les gens, voilà, il y a des reflets sur le téléphone, c'est petit, souvent on est dans la rue, on est avec des gens, donc il y a du bruit, on est moins concentré. Il faut vraiment simplifier au maximum les informations que vous donnez. Sauter des lignes, aérer. Là, je vous ai donné l'exemple de Jordan parce que je trouvais qu'il avait bien fait avec les puces, vous voyez, où on voit les différentes parties.
Avec les emojis, il sait attirer le regard comme il faut. Il n'y a pas non plus trop d'emojis différents, donc ça ne fait pas non plus foire aux emojis. Voilà, c'est clair, c'est carré. Bon, là, je l'ai écourté parce que lui, c'était un peu plus long. Donc là, c'est pareil, hein, la longueur des informations, ça dépend de votre activité. Si c'est justifié que vous fassiez long, faites long. Si vous n'avez pas tellement de choses à dire, ne meublez pas juste pour meubler. Ça ne sert à rien. Votre texte doit perdre en impact. Donc, less is more. Si vous pouvez faire court, c'est toujours mieux. Maintenant, si vous avez des choses à dire, dites-les. Et je vous ai mis ici, en grand, son call to action, ce dont je vous parlais tout à l'heure, vraiment à la fin de la section information, c'est important en général de dire aux gens de vous contacter. Donc après, il faut réfléchir, que vous réfléchissiez à votre stratégie sur votre profil LinkedIn, de mettre des informations et des call to action différents dans la bannière, dans la section en tête, dans la section info. Si par exemple vous avez mis le lien Calendly en haut, eh ben, peut-être vous allez mettre le lien vers votre site ici ou inversement. Voilà, profitez de toutes ces sections pour vraiment donner toutes les informations complémentaires. On passe ensuite à la section sélection. Donc là, c'est un endroit qui vous permet sur votre profil de mettre des liens, encore une fois, mais avec de manière qui capte beaucoup plus le regard du lecteur parce que vous avez possibilité de mettre des visuels. Donc évidemment, je vous recommande de mettre des visuels jolis et impactants qui respectent votre charte graphique. Donc là, par exemple, si je reviens sur le profil de notre directrice artistique et graphiste, donc elle a mis son lien Calendly ici. Elle a mis ici des ressources pour les autres graphistes, donc ça veut dire qu'elle a une stratégie de communication où elle cible ses clients, mais elle cible aussi les autres graphistes, peut-être pour des recommandations, pour des partenariats. Et là, elle a mis un lien vers son portfolio. Je vous ai mis encore un autre exemple juste après, où là, on voit qu'il s'agit... Alors, j'arrive pas à le passer. Hop là. Il s'agit d'une designer. Donc, elle aussi, elle a mis un lien vers son site internet, elle a mis un lien vers ses ressources où elle cible aussi ses pairs, et elle a mis un lien pardon, vers sa newsletter, parce qu'il est aussi possible de faire des newsletters sur LinkedIn, je vais vous en parler juste après. Juste dans cette section info-là, il est possible de mettre 3 liens visibles. Vous voyez là, chez Manon, on voit qu'il y en a encore un 4e, par contre, il est rogné. Donc, si vous pouvez penser à... Donc, mettez bien sûr, si vous n'avez plus que 3, mettez les 3 plus importants en premier. Et si vous n'avez que 3, c'est très bien aussi. On n'est pas toujours obligé d'en mettre 4 si ce n'est pas nécessaire. On arrive ensuite à la section activité sur LinkedIn. Donc là, vous voyez, hein, je pense, la petite souris quand je la bouge. Hein. Oui, normalement, vous le voyez. Donc là, quand une personne se rend sur votre profil activité, il peut faire une recherche sur tout l'ancien contenu que vous avez publié avec chacune de ces entrées-là. C'est-à-dire qu'il peut retrouver tous vos anciens posts ici. Donc là, on voit de manière linéaire tous les derniers posts que Manon a fait. S'il clique sur la section commentaires, il voit tous les commentaires que vous avez mis chez les autres personnes. Ça, c'est absolument capital sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, le nerf de la guerre, ce sont les commentaires. C'est ce qui va... Plus vous avez de commentaires à vos posts, plus l'algorithme va favoriser vos posts et va le présenter à d'autres personnes. Ça booste la découvrabilité de votre post. Et quand vous allez mettre des commentaires au post des autres, vous vous rendez visible. C'est-à-dire que la personne chez qui vous commentez qui va voir votre commentaire, il y a toutes les autres personnes qui ont commenté le post qui potentiellement vont voir votre commentaire, et il y a tous les abonnés à votre compte à vous, tous vos propres abonnés qui potentiellement peuvent recevoir une notification de LinkedIn qui leur dit « Telle personne de votre réseau a commenté tel post ». Et si elle clique dessus, elle peut le voir. Donc vraiment, le Graal sur LinkedIn, ce sont les commentaires. Par contre, pour que ça attire les bonnes personnes et que ça vous rende professionnel et légitime aux yeux des gens, il faut vraiment que vous ayez une stratégie de contenu bien pensée et pertinente. C'est-à-dire que les commentaires que vous laissez doivent être des commentaires évidemment professionnels et en rapport avec votre secteur d'activité. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple aller commenter les posts de vos pairs, vous pouvez aller commenter les secteurs de vos prospects et ou les secteurs des leaders d'opinion dans votre secteur d'activité pour prouver votre expertise, partager, ajouter un point de vue différent ou un point de vue complémentaire. Mais les commentaires, c'est vraiment le nerf de la guerre.
Et gardez bien en tête que les gens peuvent retrouver tous les commentaires que vous avez laissés dans le passé par cette entrée-là. Ensuite, ils peuvent aussi retrouver toutes les vidéos que vous avez publiées sur le réseau, parce que ça fait quelques mois maintenant que le réseau a mis en avant les vidéos verticales. C'était très, très peu utilisé avant, et là, c'est déjà plus le cas. Les personnes peuvent également vous retrouver toutes les images que vous avez publiées précédemment, vos photos, etc. Les newsletters, ça c'est un point que je vais vous montrer plus en détail tout à l'heure. Il est possible de faire des newsletters sur LinkedIn, rédiger des articles. Les gens peuvent également vous retrouver à travers tous les événements auxquels vous avez participé, les webinaires que vous avez animés précédemment. Et enfin, ils peuvent vous retrouver à travers l'onglet Documents. Donc, Documents, c'est notamment beaucoup les PDF, par exemple les carousels. Le carrousel, c'est un format qui a la cote sur LinkedIn. Voilà, comme sur Instagram, hein, les carrés que vous pouvez slider et qui permettent vraiment d'approfondir un point de vue de manière visuelle, mais aussi de manière plus approfondie que dans un simple post où il y a uniquement du texte. Alors, je vais approfondir deux formats plus précis, les newsletters, notamment. Donc ça, c'est vraiment un super outil sur LinkedIn parce que vous avez la possibilité de créer votre newsletter directement sur le réseau, ce qui est quand même formidable, hein, ce qui vous évite de devoir passer par des outils spécifiques comme Mailchimp ou Substack et de faire ça à part. Tous vos abonnés, toutes les personnes qui sont abonnées à votre newsletter, donc là, il suffit de cliquer sur la cloche, recevront à chaque fois votre newsletter quand vous la mettez en ligne. Et la chose qui est quand même formidable, c'est que les newsletters sur LinkedIn bénéficient d'un bon référencement naturel. Donc, le référencement naturel, c'est le fait d'être référencé par les moteurs de recherche. Alors, bien sûr, il faut maîtriser les codes de la rédaction web SEO, mais si jamais vous savez optimiser votre texte, moi, il m'est arrivé plusieurs fois de faire des recherches sur Google sur des thèmes spécifiques. Par exemple, j'ai un exemple en tête sur l'accessibilité numérique, et j'ai retrouvé comme ça, classé dans les premières positions de Google, une newsletter d'un consultant spécialisé en accessibilité numérique qui avait publié sa newsletter sur LinkedIn. Donc ça, c'est quand même un vrai plus, parce que moi qui fais de la rédaction web SEO et qui connais les règles du SEO, quand on a un site internet, on a beau optimiser les textes de manière parfaite, la puissance du site est très importante dans le référencement naturel. Donc, vous avez beau avoir un site à vous, un site dédié, si ce n'est pas un site puissant, il va falloir du temps et faire du travail technique en SEO et du travail en backlinks, etc., pour que votre texte puisse remonter. Là, en publiant sur LinkedIn, vous bénéficiez de la puissance technique de LinkedIn. Donc, si vous savez optimiser votre newsletter, franchement, c'est un vrai super outil. Ça vous permet, en communiquant uniquement sur un réseau social, d'apparaître également dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, et je vous le disais tout à l'heure, il est également possible de retrouver, donc il y avait différentes entrées, dans la section activité du profil LinkedIn. Et donc ici, ça c'est la section événements. Donc là, je vous ai donné l'exemple d'un consultant SEO alsacien d'ailleurs. Et on voit, voilà, on peut retrouver tous les événements auxquels il a participé en ligne. Je crois qu'on a une question. Oui. Marion, est-ce que vous souhaitez intervenir? Vous souhaitez utiliser votre micro? Je voulais juste revoir le chemin pour atterrir sur l'onglet newsletter, s'il vous plaît. Alors, vous allez dans Activités. Alors, des fois, ça s'appelle newsletter, des fois, ça s'appelle article. Est-ce que vous pouvez nous le montrer direct alors, j'aimerais bien ne pas sortir de mes slides juste pour pas. Voilà. Peut-être qu'on pourra peut-être essayer ou à la fin. À la fin de. Ouais, ou à la fin. En fait, c'est tout simple. Vous êtes sur votre compte LinkedIn, vous scrollez jusqu'à Activités, et là, vous avez tous les onglets qui se trouvent ici. Et là, événements. Vous m'avez dit quoi? Ah, vous m'avez dit newsletter, il est juste là. Après, si vous avez déjà un profil qui est actif et que vous n'avez jamais publié de newsletter, peut-être que vous n'avez pas c'est-à-dire qu'il ne le met pas chez tout le monde. J'ai remarqué ça en préparant le webinaire notamment. Si vous n'avez pas d'historique sur un de ces onglets-là, vous ne l'avez pas forcément. Et si vous allez sur un profil de quelqu'un qui les a déjà, il apparaît. Mais si maintenant vous publiez une newsletter sur votre profil LinkedIn, il va apparaître.
Alors Ok. justement, la question, c'est comment créer une newsletter quand on n'a pas cet onglet newsletter? Comment créer? Oui, alors ça, bah, écoutez, j'irai voir à la fin si vous voulez. Oui, merci. Hem, voilà, donc ça, c'était pour la partie newsletter, donc et les événements, voilà. Donc là, j'en ai fini pour la partie activité. Je vais passer maintenant à la partie expérience. Donc là, bon, globalement, c'est comme un CV, hein, comme si vous avez déjà rempli un CV sur, des sites comme Cadre Emploi, Monster, et cetera. Je vous ai juste fait un petit screenshot de ma section à moi, mon profil personnel. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer ça. Tout le monde ne l'utilise pas, mais en fait, donc vous mettez effectivement, le titre, de votre métier ou de vos postes, l'entreprise dans laquelle vous étiez ou dans laquelle vous êtes ou vous étiez, vous mettez les dates, vous pouvez vous détailler ce que vous avez fait et ensuite vous avez la possibilité de mettre soit des liens, soit des documents. Donc ça, c'est quand même vraiment, un vrai plus aussi pour étoffer son CV, pour plus expliquer ce qu'on a fait. Par exemple, moi, dans ma section à moi, donc sur mon activité actuelle, en tant qu'indépendante, j'ai mis un lien vers mon portfolio. Avant ça, j'étais salariée. J'ai mis des liens vers, certains, projets que j'avais faits, dans l'entreprise. Quelques années auparavant, j'étais commerciale aussi. J'avais gagné un challenge commercial, mais ça, c'est le genre de choses que vous pouvez écrire sur LinkedIn, mais bon, c'est ça, pour le prouver réellement, j'ai mis la photo du trophée. J'avais reçu un trophée, voilà. Je l'ai mis en photo. Donc, si vous avez des choses spécifiques comme ça, vraiment, allez-y. Ça peut être intéressant aussi dans la partie, expérience et formation. Vous avez également cette possibilité-là. Si par exemple, dans votre formation, vous avez rédigé un mémoire, une thèse, alors quelque chose qui en alors l'objectif, c'est bien sûr que ça a un rapport avec votre activité, actuelle et que ça puisse apporter quelque chose. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre. Je ne vous dis pas que les gens vont aller lire, votre thèse de 1500 pages, mais en tout cas, si c'est en rapport avec votre activité, ça prouve que déjà il y a 5, 10, 15, 20 ans en arrière, vous étiez déjà dans ce secteur d'activité-là. Donc ça augmente votre légitimité et votre valeur perçue. Voilà, donc là, c'est pour la partie formation aussi. Donc je vous ai aussi mis un screenshot de chez moi. Pour les formations, sachez qu'il est capable de il est, comment dire? Le logiciel prend en compte aussi bien vos formations, on va dire classiques, les vraies écoles, hein. Moi, par exemple, voilà, là, j'ai été à l'université, là, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait également des formations en ligne. Les formations en ligne, vous pouvez aussi les mettre. Si vous avez reçu des certifications, Google, des certifications ISO, peu importe. Tout ça, vous pouvez également le mettre, ce sont des formats qui sont pris en compte. Là, j'ai juste fait une petite aparté en termes de formation. Pensez également, sur LinkedIn, il y a également les LinkedIn Learning. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de formations, en ligne gratuitement sur le réseau, qui sont très, très bien faites, très professionnelles. Certaines sont même, certifiantes. Alors, pas au sens forcément diplôme d'État, mais au sens, vous avez un petit, comment dire? Un petit libellé avec une date de délivrance qui atteste que vous êtes allé à la fin du module et que vous avez répondu correctement au quiz ou que sais-je. Donc vraiment, allez-y, c'est personnalisé. Vous voyez, là, je vous ai fait un screenshot du mien. Donc là, il a dû voir que j'avais fait des recherches sur l'IA, donc il me propose des formations en IA. Mais plus vous allez pratiquer le réseau LinkedIn, plus il va connaître vos usages, il sait avec qui vous interagissez, il connaît la nature de vos posts, il sait avec qui, quels sont les posts que vous commentez, plus il va vous faire des recommandations personnalisées qui risquent d'être pertinentes. Donc vraiment, pensez-y, c'est de qualité et beaucoup sont gratuites. Et enfin, je finirai par la dernière section du profil LinkedIn à optimiser, qui n'est pas des moindres, puisque sur LinkedIn, vous avez la possibilité de solliciter des recommandations et de demander vous-même une recommandation. Donc là, c'est la toute dernière section du profil. Donc je vous ai montré, il suffit de cliquer sur le petit plus et vous avez deux options, solliciter une recommandation et donner une recommandation. Donc solliciter une recommandation, par exemple, donc vous allez dire, vous allez avoir un petit formulaire à répondre, mais vraiment très, très rapide, hein, que quelques champs. Quelle personne vous sollicitez? LinkedIn va vous demander quelle était, votre relation avec cette personne-là. Est-ce que c'était votre client? Est-ce que c'était votre chef? Est-ce que c'était votre collègue? Et à peu près à quelle date c'était? Et voilà, et la personne reçoit, une fois que vous validez, la personne reçoit,
une notification de LinkedIn qui dit « telle personne vous sollicite pour une recommandation ». Vous pouvez lui écrire un petit message aussi, directement. Et donc, la personne, si elle accepte, elle n'a pas besoin d'aller chercher où c'est qu'elle doit remplir le champ. Hop, c'est vraiment très, très simple et très rapide, et pour vous, et pour la personne qui sollicite la recommandation, et pour la personne qui la remplit. Et ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle de la preuve sociale à la fin du profil. Donc, en plus, le fait que ce soit à la fin du profil, c'est vraiment très, très stratégique, parce qu'en général, c'est là qu'on met les call to action, qu'on invite les gens à passer à l'action, à nous contacter, à nous appeler, etc. Donc, quand on en arrive là, et qu'en plus, si on a bien optimisé son profil, qu'on a un profil intéressant, et qu'en plus, à la fin, on a plusieurs recommandations qui ont l'air réelles et concrètes et pertinentes, ça valorise quand même pas mal le CV. On va passer au second quiz de ce webinaire. Voilà, il va apparaître dans un instant. Voilà. Donc, selon vous, quelle est la bonne fréquence de publication sur LinkedIn? Je vous propose plusieurs réponses, plusieurs fois par jour, une fois par jour, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Donc, je vous invite à répondre. Donc, on va voir les résultats et puis comme ça, on verra un peu quelles sont les tendances et quels sont les bons conseils. Voilà. Et donc là, voilà, j'attends encore quelques secondes. Donc, si vous avez répondu, vous voyez les résultats qui s'affichent en direct. Donc, on a plusieurs fois par semaine à 72%. Et puis ensuite, donc c'est vraiment une immense majorité. Ensuite, plusieurs fois par mois, 17%. Et ensuite, plusieurs fois par jour ou une fois par jour, 6%. Oui. Alors, Voilà. globalement, vous avez tous raison. Alors, LinkedIn, ça reste un réseau social qui fonctionne donc avec des algorithmes. Donc, globalement, plus on publie, mieux c'est. Après, LinkedIn, c'est également un réseau social qui est exigeant en termes de contenu, puisqu'on est sur un réseau professionnel, on l'a dit. On sait qu'on va être regardé par ses collègues, par ses pairs, ses anciens collègues, par ses prospects. Donc, il faut publier vraiment des posts de qualité. On n'est pas sur Facebook où on peut faire des petits messages rapidement, et s'il y a des petites fautes d'orthographe, c'est pas grave parce que c'est pris sur le vif. Non, non. Là, c'est un réseau qui est vraiment stratégique. Donc, la bonne règle, c'est quoi? La bonne règle, c'est on publie un maximum de contenu, mais qualitatif. Il ne faut pas que la quantité prenne le pas sur la qualité, vraiment. Après, idéalement, si vous arrivez à publier 2 fois par semaine, c'est bien. 3 fois par semaine, c'est mieux. Tous les jours, on va dire tous les jours ouvrés, hein. Tous les jours, c'est parfait. 2-3 fois par semaine, c'est déjà très bien. 1 fois par semaine, eh ben, c'est pas mal. Plusieurs fois par mois, ça commence à faire vraiment peu si vous voulez mettre en place une stratégie. Une stratégie où vraiment vous récoltez les bénéfices de ce que vous semez. Ça peut marcher si vous avez déjà une grosse audience, mais pour ça, il faut déjà créer l'audience au départ, et une grosse audience ne se crée pas avec 2 ou 3 posts par mois. Donc, au départ, honnêtement, si vous arrivez à publier tous les jours 5 fois, enfin tous les jours ouvrés, c'est parfait. Maintenant, si vous publiez 2-3 fois par semaine, c'est déjà très, très bien. 1 fois par semaine, écoutez, c'est déjà pas mal. Faites au mieux, mais surtout, ne reniez pas sur la qualité. Alors maintenant qu'on Sarah, sait on a une question. Oui. Si je fais une erreur, est-ce que je peux supprimer un post? Oui, tout à fait. Vous allez quand vous êtes sur votre post, il y a 3 petits points en haut à droite. Vous pouvez modifier votre post si vous avez fait une erreur, par exemple, et vous pouvez supprimer votre post aussi. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Merci. Je vous en prie. Donc maintenant qu'on sait quelles sont les zones chaudes et comment on optimise un profil LinkedIn, vous êtes paré pour publier du contenu sur LinkedIn. Alors, comment est-ce qu'on crée du contenu pertinent? Alors, je n'aurai pas le temps de vous détailler aujourd'hui tous les rouages d'une bonne stratégie de contenu. Par contre, globalement, on peut classer
les types de contenus en 4 catégories. La première, c'est éduquer. Les gens viennent sur LinkedIn pour s'éduquer, pour apprendre des choses, pour s'informer, pour faire leur veille métier aussi, pour s'inspirer, pour se tenir au courant de l'actualité, des bonnes pratiques, voir ce qui se fait ailleurs, chez les pairs, chez les concurrents, etc. Et aussi pour se divertir. Alors là, je vous ai dit, effectivement, c'est un réseau social professionnel, on met une photo professionnelle, on pense stratégique et tout. Oui, c'est vrai. Maintenant, on est quand même sur un réseau social. Les gens font aussi ça quand ils vont à la machine à café. Par exemple, les salariés, quand ils vont à la machine à café, qui sont 5 minutes, bon, bah, ils y vont voilà, pour se divertir, se changer les idées pendant 5-10 minutes pendant qu'ils boivent leur café. Il faut aussi se détendre un peu. Alors, c'est sûr que communiquer sur LinkedIn, LinkedIn, c'est vraiment un outil au service de son activité professionnelle. Donc, il faut le faire sérieusement. Mais si on veut réussir à tenir dans la durée, il faut quand même s'amuser. Et il faut quand même aussi aimer ça. Il faut parler des sujets qui vous plaisent et vous animent. Sinon, ça va être difficile de tenir dans la durée. Donc là, pour vous montrer que c'est possible de se divertir aussi sur LinkedIn, je vous ai mis l'exemple de l'école du recrutement. Donc, c'est une formation en ligne qui forme les recruteurs. Je vous invite à aller voir leur compte, ils sont super. Ils ont 139 000 abonnés. Enfin voilà, ça marche très très bien. Et ils font beaucoup de mèmes. Donc même, vous savez, des petites images rigolotes qui circulent sur Internet. Et ils ont toujours plein de choses très très rigolotes. Et ils font de l'humour. Donc là, par exemple, la panthère rose, quand tu commences à sourcer pour un nouveau job, donc on voit la belle panthère rose, toute pimpante, toute en forme, toute souriante, et 3 mois plus tard, bon, ben, on voit que visiblement, elle a du mal à sourcer les bons candidats pour son poste. Voilà, ça fait sourire. Moi, je ne travaille pas dans le secteur du recrutement, et pourtant, je les suis parce que ça me fait sourire. Donc, on peut aussi se permettre des choses fun et rigolotes. Il faut juste que ce soit en rapport avec votre activité et que ça apporte quelque chose. Évidemment, on n'est pas sur Facebook, on ne met pas des vidéos de chats mignons qui n'ont rien à voir avec l'activité, il faut que ce soit professionnel. Mais si c'est professionnel et que c'est bien pensé, il n'y a pas de raison de s'en priver. Au contraire, ce type de post va permettre à votre audience d'aimer votre marque. Donc, ça va jouer sur votre notoriété et sur le fait de créer une connexion avec votre audience. C'est le premier pas pour faire descendre les gens dans le tunnel de vente et pour qu'ils puissent ensuite potentiellement, après d'autres contenus d'ici quelques temps, passer à l'action et passer à l'achat. Donc, on ne s'en prive pas. Je vous ai fait un petit topo sur les différents types de posts également. Donc, une fois que on a vu qu'il y avait des vidéos, etc., lorsqu'on va vraiment dans la partie texte pour vraiment créer un post avec du texte, vous avez également possibilité d'y mettre un document. Donc là, c'est un PDF, un carrousel. Donc, c'est le format dont je parlais tout à l'heure, comme sur Insta, les grands carrés qu'on swipe. Donc là, typiquement, c'est vraiment un format, le carrousel, c'est celui que vous pouvez privilégier pour vos postes d'expertise. Vraiment parler de votre expertise métier, parce que souvent, dans un texte, c'est trop long, c'est pas accrocheur, les gens ne vont pas forcément tout lire. Dans un carrousel, avec de belles couleurs, de beaux visuels, ça passe beaucoup plus. Donc, si vous avez une technique métier, par exemple, que vous voulez partager, le carrousel, c'est vraiment adapté. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je fais du SEO. Je pourrais, par exemple, tout à fait faire un carrousel sur qu'est-ce que le balisage HTML, parce que les gens qui ne sont pas dans le domaine ne savent pas, et que si je l'explique dans du texte, je vais perdre beaucoup de gens parce que ce n'est pas forcément passionnant à expliquer par texte, alors que si je mets des visuels tout de suite, les gens vont beaucoup plus comprendre et ça va être beaucoup plus sympa. Donc ça, c'est un format qui a vraiment la cote sur LinkedIn. Par contre, ça prend un peu de temps. Donc voilà, ne le faites pas tous les jours, mais de temps en temps, c'est intéressant de le faire. Le sondage aussi, c'est une bonne option. Ça vous permet de mieux connaître votre audience, de récolter du feedback sur ses usages, sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle n'aime pas. Je vous ai mis un petit exemple à côté. C'est un sondage que j'ai fait il y a quelques semaines pour un de mes clients. Un client entreprise, en termes de stratégie d'entreprise, pas un client en ghostwriting. C'est un client, donc la question, quel type de photo vous convainc de louer un lieu pour y organiser un événement professionnel? Ce client-là met à disposition des lieux à des entreprises pour qu'elles y organisent des séminaires, des conférences, etc. Donc, on se posait la question de quelle photo mon client devait mettre en avant sur ses supports de vente. Alors évidemment, quand vous demandez à vos amis, ou si vous posez la question à 5 personnes, vous allez avoir 5 avis différents. Donc en général,
c'est compliqué de décider après ça, alors que là, sur LinkedIn, vous avez vraiment l'opportunité d'aller à la source, de demander directement à un public qualifié et surtout d'avoir accès à un échantillon beaucoup plus grand que voilà, vos proches qui, en plus, ne sont pas spécialement qualifiés. Et ce qui vous permet ensuite, ce qui ensuite est un vrai outil d'aide à la décision. Donc surtout, on ne s'en prive pas. Et en plus, en général, l'audience réagit toujours très bien. Moi, j'ai constaté en travaillant avec mes clients que ce n'étaient pas les mêmes personnes qui mettaient les réactions, les likes et les commentaires que celles qui répondaient aux sondages. En général, quand je mets des sondages chez mes clients, j'ai toujours des nouvelles personnes. Parce qu'il faut savoir que sur LinkedIn, on a quand même ce qu'on appelle la majorité silencieuse, c'est-à-dire beaucoup de gens qui vous lisent, mais qui ne vont jamais vous mettre un commentaire et qui ne vont jamais vous mettre une réaction. Parce qu'ils ne veulent pas forcément se rendre visibles, voilà. Mais par contre, des fois, il y a des gens de cette majorité silencieuse qui, d'un seul coup, se font connaître avec un sondage. Parce que le sondage, il n'y a que vous qui voyez les résultats. Enfin, c'est-à-dire que vous qui voyez pas les résultats. Tout le monde peut voir le nombre de réponses qu'il y a eu, mais il n'y a que vous qui voyez les personnes qui ont répondu et surtout, quelle personne a répondu quoi. Donc, très bon outil, le sondage. Franchement, pensez-y. Vous avez également la possibilité de créer un événement. Donc, ça peut être un événement en ligne, hein, comme le webinaire, mais également un événement physique. Si vous avez une boutique, par exemple, et que vous organisez des portes ouvertes, vous pouvez le signifier sur LinkedIn. Si vous êtes, par exemple, un coach sportif et que vous organisez un événement sportif, moi, je ne sais pas, moi, une course, quelque chose comme ça près de chez vous, vous pouvez également communiquer dessus sur LinkedIn. Il y a également possibilité de faire des posts sur le recrutement. Donc là, le recrutement, par exemple, ou célébrer une occasion, ce sont des posts textes, mais avec un visuel un peu particulier, un design un peu particulier. Vous avez déjà certainement dû le voir sur LinkedIn, on le voit souvent. Ce qui fait que quand les gens scrollent, en général, ce type de post, il ressort du lot et vraiment, il attire l'œil du lecteur par rapport à un post texte, entre guillemets, lambda. Donc là, voilà, si vous recrutez, vous allez avoir le petit macaron LinkedIn qui va bien, qui va mettre en avance votre offre. Vous pouvez également célébrer une occasion. Alors, très souvent, on voit sur LinkedIn des anniversaires et puis les gens, vous recevez des notifications de LinkedIn qui vous disent célébrer telle personne qui fête son anniversaire ou c'est X années chez dans telle entreprise, voilà. Mais il n'y a pas que ces anniversaires-là que vous pouvez célébrer. Vous pouvez également célébrer un lancement de projet. Si vous êtes en train je ne sais pas moi, de créer une entreprise ou vous avez créé votre entreprise et vous êtes en train de fabriquer un produit, par exemple. On sait que s'il y a des délais d'industrialisation, par exemple, ça peut être long. Bon, bah, OK, vous pouvez vous-même célébrer chaque milestone quand vous avez, je ne sais pas moi, fabriqué la première pièce, fait l'assemblage, trouvé, je ne sais pas moi, votre prestataire de tel produit. Enfin, vraiment, créez vous-même l'événement et communiquez dessus. Faites de chaque petite occasion un événement et n'hésitez pas à communiquer dessus. Si vous faites des formations, par exemple, et que vous obtenez une nouvelle certification, mettez-le. Ça vous fait une opportunité de communication sur LinkedIn. Et en plus, le design est déjà tout fait. Donc, c'est très rapide à faire et c'est très facile. Je vous parlais tout à l'heure des LinkedIn Learning. Typiquement, si vous faites un LinkedIn Learning qui est sanctionné par un quiz à la fin et que vous obtenez votre certification, faire le post, ça va vous prendre 5 minutes, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc vraiment, profitez-en, c'est très facile et c'est très rapide. Vous pouvez également trouver un expert aussi sur LinkedIn avec un format spécifique. Donc pareil, vous avez un petit formulaire à remplir. Vous mettez, je cherche par exemple, je ne sais pas moi, un graphiste, un photographe, un comptable pour faire ceci, cela, vous détaillez un petit peu la mission. Et hop, LinkedIn va diffuser votre annonce à tout le réseau qui va pouvoir ensuite republier, partager, etc. Alors, si on devait résumer les clés pour la création d'un contenu pertinent, la première chose, ce serait ne cherchez pas à vendre. Les gens ne viennent pas sur LinkedIn pour voir de la publicité. Alors, bien sûr, si, je ne sais pas moi, vous êtes coach, que vous travaillez avec 5 personnes par mois et que vous avez juste une place encore disponible pour le mois suivant, faites un post quand même pour le dire, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ne faites pas que ça. LinkedIn, c'est vraiment fait pour partager des expertises, pour s'entraider, pour réseauter. C'est pas fait pour voir des pubs. Donc, ne cherchez pas à vendre, partagez avec les autres. C'est vraiment ça, s'il y avait une chose à retenir, ce serait ça. Résolvez les problèmes de votre cible.
Ça aussi, ça c'est un vrai conseil, c'est une vraie clé sur LinkedIn. Ne parlez pas trop de vous, parlez plutôt de comment vous pouvez résoudre les problèmes de votre cible. Parlez plutôt des autres. Ou si vous parlez de vous, essayez de montrer en quoi vous résolvez les problèmes de votre cible. Mais c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes. Si vous parlez de vos problèmes à vous en tant que professionnel, vous allez attirer vos pairs. Après, dans une stratégie de contenu, en réalité, on peut aussi le faire parce que c'est aussi intéressant d'avoir ses pairs. Mais il ne faut pas vous tromper d'objectif. Il faut que vous sachiez à qui vous vous adressez et ce que vous cherchez à faire. Si vous voulez attirer des prospects, des clients, résolvez leurs problèmes et vous aurez une audience composée de ces gens-là. Et enfin, pour le format et la fréquence de publication, donc pour les formats, vraiment, essayez de différencier au maximum pour ne pas lasser l'audience et aussi pour ne pas vous lasser vous-même parce que LinkedIn, il faut vraiment voir ça comme un marathon et pas comme un sprint. Souvent, on commence tout feu, tout flamme, on publie tous les jours et puis après, il faut réussir à tenir dans la durée. Donc, il faut se renouveler au niveau des idées, au niveau du calendrier éditorial. Ce n'est pas aussi simple, hein. C'est vraiment une stratégie à mettre en place. C'est vraiment une hygiène de vie à mettre en place. Donc, ne vous surchargez pas. Mais voilà, il faut quand même le faire sérieusement. Si on veut avoir des résultats, il faut quand même avoir une fréquence de publication un minimum soutenue pour qu'on puisse avoir les résultats. Si vous publiez qu'une fois par semaine, ça marchera aussi. Mais du coup, vous aurez les retombées de vos actions dans un délai plus long que si vous publiez 2 fois par semaine et encore plus long que si vous publiez 3 fois par semaine. Donc, optez vraiment pour le format ou pour les formats et la fréquence de publication qui vous convient à vous. Pensez que vous devez tenir sur le long terme. Un petit point quand même sur l'algorithme de LinkedIn. Les pages entreprises ont moins de portée que les profils personnels. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, hein. Ça dépend de votre cas. Si c'est un indépendant, si vous êtes indépendant et que vous n'avez pas vocation à communiquer sur votre marque, bon, ce n'est pas forcément nécessaire. Si par contre, vous êtes une entreprise avec des salariés et que votre nom de marque a une importance, c'est bien quand même de faire une page entreprise. Parce qu'on ne communique pas sur les mêmes choses. Les pages entreprises, c'est quelque chose qui rassure le lecteur. Ça leur montre que ce n'est pas une personne toute seule dans l'entreprise. Il y a des gens à qui ça peut faire peur. Ça dépend aussi du secteur d'activité, bien sûr. Donc, les pages entreprises, c'est bien parce que ça rassure, ça permet de faire de la notoriété sur la marque, ça permet de travailler l'image de marque. On fait de la communication d'entreprise, on communique sur une vision, on communique sur des valeurs. Les profils personnels, on partage son expérience personnelle. On parle à la première personne, on emploie le je. Donc, ce n'est pas la même stratégie de communication. Le mieux, c'est de faire les deux. Après, c'est du travail, mais le mieux, c'est de faire les deux. On ne se met pas la pression non plus. Moi, souvent, mes clients me disent « Ah mais oui, mais qu'est-ce que je dois publier avec le profil entreprise? Qu'est-ce que je dois publier avec le profil personnel? Si j'ai déjà parlé de ça avec le profil entreprise, je ne peux plus en parler avec le profil personnel. » On peut. Il faut juste effectivement le penser en amont pour ne pas se cannibaliser. Mais on peut très bien traiter d'un même sujet avec 2 angles différents. Je vous donne un exemple. J'ai un de mes clients qui participe à beaucoup de salons. Je fais toujours un post avec son profil personnel, avec la page entreprise, pardon, parce que je dis que voilà, telle entreprise était exposante à tel salon, à telle date, tel endroit. Si je fais une annonce en amont, j'explique où c'est qu'ils peuvent nous retrouver, qu'est-ce qu'on va y faire, etc. Et après, dans ma mission de ghostwriting pour ce client-là, j'explique, ben voilà, je suis allée sur le salon, la personne prend des photos. Alors, peut-être la page entreprise, on va plus prendre la photo du stand de l'entreprise. Le profil personnel, on va pouvoir peut-être prendre la personne qui assiste à une conférence ou qui anime une conférence si elle le fait. Enfin voilà, c'est tout à fait possible de traiter un même sujet avec 2 angles différents. Il y avait Donc, justement oui, une question à ce sujet. Que faut-il publier sur un profil personnel et sur une page entreprise? Donc, vous avez déjà ouais, répondu en répondu, partie, quoi. ouais. Voilà, mais c'est une question que mes clients me posent tout le temps. OK. Et du coup, il y en a même qui hésitent à prendre l'un ou l'autre. Après, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les pages entreprises ont beaucoup moins de reach, beaucoup moins de Mmh. portée. C'est-à-dire que l'algorithme met beaucoup moins en avant les pages entreprises Oui. que les profils personnels. Parce que des fois, j'ai des clients et bon, comment dire? C'est le cas quand même de beaucoup de gens qui ont peur de publier sur LinkedIn. Il y a un vrai aspect émotionnel à publier sur Mmh. LinkedIn. Donc beaucoup se disent: «Non, mais je vais publier avec mon entreprise, comme ça, je vais être tranquille, je me mouille pas trop, j'ai pas besoin de dire "je"». Mmh. Alors oui, mais franchement,
vous coupez un bras si vous faites ça, parce que vous pénalisez vraiment lourdement au départ, parce que c'est déjà long de mettre en place une stratégie de contenu. Je vous l'ai dit, c'est un marathon, ça met du temps avant d'avoir les premières retombées. Si en plus vous mettez pas si vous jouez pas avec l'algorithme, si vous profitez pas du reach de l'algorithme, honnêtement, c'est vraiment dommage. Le mieux, c'est vraiment de faire les deux, comme ça vous multipliez les chances de résultats. Et en plus, vous couvrez une stratégie de communication beaucoup plus large. Merci. Je vous en prie. Il reste quelques minutes. Oui, je vais faire très vite, je suis quasiment à la fin. Donc le Graal, je vous l'ai déjà dit, c'est les commentaires. Hein, je vous ai tout expliqué déjà pourquoi. C'est vraiment ça qu'on recherche. Sachez que les réactions, ça booste un petit peu l'algorithme, mais beaucoup, beaucoup moins que les commentaires. Les republications aussi, quand vous avez un post qui fonctionne bien, qui est republié, ça booste également l'algorithme, mais moins que les commentaires. Et il y a aussi une autre fonction qu'il est possible de faire sur LinkedIn. Si vous tombez sur un post de quelqu'un qui vous plaît, vous avez la possibilité d'enregistrer ce post. Toujours pareil, vous cliquez sur les 3 points en haut à droite, vous faites enregistrer ce post. Quand quelqu'un enregistre votre post, ça va également booster l'algorithme, donc il va le proposer à beaucoup plus de gens, mais les republications boostent moins votre post que les commentaires. Donc vraiment, ce qu'il faut chercher à avoir, ce sont les commentaires. Lorsque vous republiez un post, ajoutez toujours un commentaire. Ça aussi, ça augmente significativement la portée de votre post. Donc vraiment, faites-le. Évitez les liens externes. Donc là, effectivement, c'est une bonne pratique. LinkedIn essaie au maximum de nous garder sur sa plateforme. Donc on essaie d'éviter les liens externes. Après, dans la vraie vie, il y a des fois où on le fait quand même parce qu'on partage un lien et que c'est comme ça. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne stratégie de contenu et ne pas faire que ça. Alterner les posts où on partage des liens et alterner les posts où on n'en partage pas. Ensuite, routine d'engagement. Donc, je vous ai dit, ce qui est très important, c'est les commentaires. LinkedIn, c'est un réseau social. Donc, l'objectif, c'est pas de faire la pub, c'est de créer du lien avec les autres. Donc, prenez-vous 10-15 minutes tous les jours pour aller commenter les posts de votre cible ou les posts qui s'adressent à votre cible. Dans chacun des commentaires, apportez une réelle valeur ajoutée. Dites-vous bien qu'il y a des gens de votre réseau qui vont recevoir une notification en disant telle personne a commenté tel post en disant cela. Posez-vous la question, est-ce que j'apporte vraiment de la valeur en mettant ce commentaire? Est-ce que ça va intéresser telle personne de mon réseau de savoir que moi, j'ai commenté tel post pour dire cela? Donc, c'est un vrai travail. Hein. On n'est pas dans le réseau de la spontanéité où on met juste ce qu'on aime. Et pour pouvoir accroître votre réseau et surtout d'avoir un réseau qualifié, faites 5 demandes, c'est bien, 5 demandes de relations qualifiées par jour. Parce que, bon, plus ça fait beaucoup, mais moins ça commence à être long pour avoir des résultats. Encore une fois, c'est ce que je vous recommande. Maintenant, si vous le faites par semaine, c'est pas dramatique. Il vaut mieux le faire même par semaine que pas du tout. Mais voilà, si vous y arrivez par jour, c'est formidable. Et rédiger un message personnel, ça vous permet de rentrer en contact avec la personne et d'engager une relation qui pourra se développer par la suite. Autre chose très importante, et j'arrêterai là, pour la modération du post, une fois que vous avez publié votre post, pour augmenter la portée du post, soyez disponible dans l'heure suivant la publication du post. Alors, idéalement, plus longtemps que dans l'heure, mais l'heure suivant la publication du post, lorsque vous allez avoir des commentaires, répondez directement aux commentaires. Tout ce qui va se passer en dessous de votre post dans l'heure qui suit sa publication va augmenter le reach de votre post, va augmenter sa portée et va augmenter votre découvrabilité. Et ensuite, répondez à tous les commentaires, que ce soit dans l'heure ou après. Mais en tout cas, voilà, ça va vraiment vous permettre de développer votre réseau et votre visibilité rapidement. Et surtout, amusez-vous. Ça reste un réseau social. J'en ai fini. J'ai un petit peu débordé sur les 40 minutes, je suis désolée. Mais, voilà. Merci beaucoup, Sarah. C'était très, très intéressant. Voilà, donc avant de conclure, je voulais aussi vous rappeler qu'il existe des dispositifs d'aide qui ont été mis en place par l'Eurométropole de Strasbourg et par la région Grand Est, qui permettent d'avoir un accompagnement si vous souhaitez développer votre présence en ligne ou si vous avez des projets dans le domaine du numérique. Je vous partage un lien dans la conversation pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et puis, vous pouvez bien sûr également nous contacter pour des conseils personnalisés à notre adresse mail digital@alsace.cci.fr.
Voilà, donc je ne sais pas s'il y a encore l'une ou l'autre question. Euh, En tout cas, un grand merci pour votre participation et puis pour cette présentation qui était très, très intéressante. Merci beaucoup, Sarah. Euh, C'est un voilà, bah plaisir. écoutez, ouais, merci. Voilà, bah écoutez, je vous donne en tout cas déjà rendez-vous pour notre prochain webinaire. Ça sera au mois de mars. Ça sera le jeudi 13 mars à 11 heures. Un webinaire animé par Mathieu Wolf sur le thème donc comment réussir votre transition vers un numérique plus responsable. Donc là, on va parler d'autre chose, on va parler des bonnes pratiques pour être présent et pour utiliser le numérique en ayant un impact limité sur notre environnement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à tous pour votre participation et puis au plaisir de vous revoir sur un de nos prochains webinaires. À bientôt. À bientôt. Merci.